Bonjour à tous et bienvenue. Comment mieux dormir, comment traiter les troubles du sommeil chez l'adulte, c'est le thème de cette conférence organisée dans le cadre de la campagne À chacun son sommeil du laboratoire Pilège en partenariat avec France Insomnie. Le sommeil est un sujet qui nous concerne tous car nous passons en moyenne un tiers de notre vie au lit, mais le plaisir dans les bras de Morphée ou le cauchemar de l'insomnie. Plus d'un Français sur deux estime ne pas dormir suffisamment et un sur trois déclare souffrir d'au moins un trouble du sommeil. Il existe en effet différents troubles du sommeil avec de nombreuses conséquences, fatigue, irritabilité, impact sur la santé, sur le cerveau, mais aussi sur le moral, sur le travail, sur la vie sociale. Les troubles du sommeil, un véritable fléau, mais heureusement, pas une fatalité. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de nos deux invités. Docteur Patrick Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil et professeur associé à la faculté de Pékin. C'est ça. Et docteur Marc Beck, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste spécialisé en phytothérapie et micronutrition. C'est exact. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Alors parmi les points que nous allons aborder aujourd'hui, quels sont les différents troubles du sommeil? Quelles sont leurs conséquences sur notre santé? Comment traiter ces troubles? Quels remèdes privilégier? Et comment retrouver une bonne hygiène de sommeil? Que faut-il faire pour mieux dormir? Nous avons également reçu de très nombreuses questions d'internautes et nous y répondrons ensemble tout à l'heure en seconde partie d'émission. Docteur, je ne dors pas. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ce sont des phrases que vous entendez couramment, je crois. Quotidiennement, dirais-je même. Et c'est vrai que ça plombe l'existence. C'est très dur de ne pas dormir. Mais simplement, on ne doit pas oublier que le déficit de sommeil, quand on ne dort pas assez, c'est non seulement désagréable, c'est un problème de qualité de vie, mais ça peut avoir des conséquences physiques assez sévères. On le verra tout à l'heure, mais à partir de quel moment on considère qu'il y a un trouble du sommeil? À partir du moment où il y a une souffrance, il y a un trouble du sommeil. C'est pas plus compliqué. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir de manière un peu objective si on dort bien ou si on dort mal? Non, on ne peut pas le savoir de manière objective soi-même. Si on veut vraiment le savoir de manière quantitative, chiffrée, eh bien, une seule solution, c'est l'enregistrement de sommeil, soit en ambulatoire. Il y a même maintenant quelques dispositifs de montres connectées qui ne sont pas hyper fiables, mais quand même qui donnent une idée. Et puis autrement, c'est l'enregistrement de sommeil en laboratoire. Mais la plainte de sommeil est subjective. D'accord. Alors, docteur Beck, comment se compose une nuit de sommeil? On parle de cycles, de phases. Vous pouvez nous éclairer? Donc, pour parler du sommeil, il faut un petit peu comprendre sa physiologie et en particulier les différents cycles du sommeil. Qu'est-ce que c'est un cycle? Le sommeil va se composer en 4 à 6 cycles d'1h30 à 2 heures et chaque personne adulte en bonne santé, en général, va avoir 4 à 6 cycles par nuit. Chaque cycle, comme un wagon d'un train, c'est un petit peu l'image symbolique du sommeil, va se décomposer en plusieurs phases. Et chaque phase va avoir un rôle physiopathologique ou physiologique pour la personne. Je vais les détailler un petit peu. Vous avez d'abord la phase d'endormissement qui prend entre 5 à 30 minutes. De savoir que ça peut arriver à 30 minutes, c'est important parce qu'un certain nombre de patients ont l'impression d'avoir des difficultés d'endormissement parce qu'ils ne s'endorment pas dans les 5 minutes. Il faut savoir que jusqu'à 30 minutes, c'est physiologique. Après, on va rentrer dans ce qu'on appelle le sommeil lent. Le sommeil lent, qui va durer entre 1h40 à 1h10 à 1h40, va se décomposer en 4 stades. On va avoir le sommeil lent, léger et très léger, qui est le stade 1 et 2, et qui est un petit peu important à connaître, parce que c'est une phase du sommeil où on est réveillé au moindre bruit, à la moindre stimulation, et le cerveau continue à travailler. Ce qui veut dire, c'est que le dormeur n'a pas l'impression de dormir. C'est, vous voulez, très souvent dans un couple, quand la personne donne un coup de coude à son partenaire, à son conjoint, en lui disant « tu ronfles » et que la personne réponde « mais non, je ne dors pas », parce qu'il ne se rend pas compte qu'il dort. Et très souvent aussi, cette phase-là, ce sont des phases qui vont apparaître en fin de nuit, et ce qui peut donner à un certain nombre de personnes l'impression d'avoir mal dormi, mais par contre sans répercussion dans la journée. Puis on va avoir le sommeil lent, profond et très profond, qui est un sommeil important parce que c'est la phase de récupération physique où on va pouvoir récupérer physiquement de toutes les fatigues de la journée, qui est surtout en début de nuit.
Et c'est important en particulier chez les enfants et chez les adultes parce que c'est là où l'hormone de croissance est stimulée et donc il va aider à la croissance et au développement psychologique. Puis on va avoir la troisième phase qui est le sommeil paradoxal, qui est un sommeil où on va rêver, qui est un sommeil qui est important puisque c'est la phase de récupération psychologique et qui aide aussi à la mémorisation. Puis à la fin de cette phase, on va avoir pour tout le monde un éveil, c'est-à-dire que tout le monde au cours de la nuit se réveille, et en général on se réveille entre 4 à 6 fois par nuit, mais ce réveil est de courte durée, et de ce fait-là, normalement on ne s'en souvient pas. On va s'en souvenir que si cet éveil dure plus de 10 minutes par nuit. D'accord. Juste pour terminer là, je voudrais vous dire les acteurs un petit peu du sommeil, parce qu'on considère que le cycle veille-sommeil va dépendre de deux systèmes reposant sur une inhibition réciproque, le système d'éveil et le système d'endormissement. Voilà. Très bien, merci. Alors c'est peut-être intéressant, vous l'avez évoqué un peu, mais docteur Lohmann, dormir, ça sert à quoi? Alors dormir, ça sert à se faire plaisir, pour commencer déjà, parce que c'est quand même bien agréable d'être dans les bras de Morphée, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis il y a quand même énormément d'autres fonctions du sommeil. Non seulement on se ressource, ça tout le monde le sait, mais quand on dort, eh bien, toutes les fonctions s'abaissent. Donc la tension artérielle, la fréquence cardiaque, les taux d'hormones de stress, le cortisol, la noradrénaline, tout ça, ça se calme. Et puis par ailleurs, c'est quand on dort en réalité qu'on fixe les souvenirs. On commence par virer tout ce qui n'est pas intéressant. Toute la journée est passée en revue par notre ordinateur. Ça, c'est pas intéressant, ça, c'est pas intéressant. Ah, ça, je le garde. Et après, c'est fixé dans les cerveaux, dans les circuits de la mémoire. Ensuite, il y a un rôle qu'on appelle métabolique, ce qui veut dire que pendant qu'on dort, eh bien, on fabrique de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qu'on fabrique de la gréline au niveau de l'appétit, et puis qu'on modifie également les taux d'insuline. Donc il faut savoir qu'un trouble du sommeil va forcément avoir des répercussions sur le poids et sur le diabète si on a des gènes de vulnérabilité. L'hormone de croissance, la totalité dans les conditions normales est fabriquée pendant le sommeil profond, comme l'a dit le docteur Marc. Il ne faut pas s'imaginer que le déficit en hormones de croissance est embêtant uniquement pour les enfants. Il a effectivement été montré que des enfants qui dorment dans trop de bruit vont développer des nanismes fonctionnels. Et que ces enfants qui grandissent pas sans aucune raison, ça a été montré par exemple dans le Bronx, à New York, eh bien ces enfants portoricains, il a suffi de leur mettre des boules qui pour qu'ils se mettent à grandir magiquement. Juste, il y avait trop de bruit, donc ils n'avaient pas de sommeil profond, donc ils grandissaient plus. Mais chez nous, les adultes, puisque théoriquement sur ce plateau nous le sommes tous, eh bien ça sert à cicatriser, ça sert à mémoriser, ça sert à avoir la pêche. Toute la vie, nous avons de l'hormone de croissance qui est complètement importante. C'est pourquoi on dit souvent que ce sommeil profond qui fait la sécrétion d'hormones de croissance, c'est probablement le noyau dur du sommeil. C'est ce dont on ne peut pas se passer. Exactement. Or, il est très inerte, c'est-à-dire que comme c'est l'essentiel chez l'adulte, c'est au cours des 2 premiers cycles de sommeil, c'est-à-dire au cours des 3 premières heures de sommeil. Mais comme c'est inerte, eh bien, si je me couche 3 heures plus tard que d'habitude, j'aurai 0 minute de sommeil profond. Donc pas d'hormones de croissance. Et si ça se répète, c'est là que les ennuis commencent. D'accord. Par ailleurs, c'est montré depuis assez peu de temps, mais ça permet de nettoyer le cerveau de toutes les toxines qui sont accumulées pendant la journée. Et certains auteurs commencent à dire que peut-être la maladie d'Alzheimer, dont on verra qu'elle est quand même associée aux problèmes de sommeil, entre autres, eh bien, c'est peut-être ce déficit de nettoyage de toxines et probablement bien d'autres choses, puisque cette fonction est très nouvellement découverte. Eh bien, peut-être que ne pas dormir assez peut avoir des gros problèmes à ce niveau de nettoyage. Et également, au cours de la nuit, on fait une reprogrammation très importante de tout notre ordinateur immunitaire. C'est au cours de la nuit que ça se fait. Et du coup, ne pas bien dormir, ça peut avoir des conséquences immunitaires, et ça, on le reverra aussi. Alors, quelque chose qui est également très récent, il faut savoir que notre ADN, c'est 2 petits rubans qui s'entrecroisent, et puis au bout, il y a ce qu'on appelle les extrémités, qu'on appelle les télomères. Et plus les télomères sont en bon état, plus on va vivre vieux et en bonne santé. Mais en prenant de l'âge... Par le sommeil qu'on les régénère. Et en prenant de l'âge, eh bien, nos télomères, ils s'effilochent. Et pendant qu'on dort,
il y a des petites mains qui font un peu de couture pour réparer l'extrémité de nos rubans, qu'on appelle les télomérases. Et c'est pendant le sommeil que ça se passe. Donc ne pas dormir bien, ne pas dormir suffisamment, ça peut également affecter la longueur de la vie et aussi la longueur de la vie en bonne santé. Et puis j'oublie le plus important, plein de trucs qu'on ne sait pas. D'accord. Alors, on a compris les vertus d'un bon sommeil, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon sommeil? Combien de temps est-ce qu'il faut dormir? Alors, ça dépend de vos gènes. À savoir que nous avons tous une programmation génétique et que on peut être en parfaitement bonne santé et être un court dormeur, c'est 5% de la population à peu près, et avoir 5-6 heures de sommeil. On dit que notre président est dans cette catégorie. En général, les courts dormeurs font des micro-siestes dans la journée, hein, comme faisait Salvador Dali avec ses clés qu'il laissait tomber quand il faisait une bonne sieste sur un fauteuil espagnol. Et puis, on peut être également, à l'autre extrémité, un long dormeur. Je suis lyonnais, on a eu un maire, Premier ministre, qui était un long dormeur, qui roupillait beaucoup sur les bancs de l'Assemblée, et il a vécu assez vieux et en bonne santé. Et puis, le reste, c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss, à savoir que la majorité, la grande majorité de la population dort entre 7h et 8h, pour être précis, 7h20. Mais donc, ce n'est pas la norme, c'est la moyenne. Donc, un bon sommeil, c'est très simple, c'est quand je me réveille, je suis en forme, et dans la journée, j'ai pas de coup de pompe, je mémorise bien, je me concentre bien, c'est que j'ai bien dormi. D'accord. Donc on n'est pas tous égaux face au sommeil. Les hommes et les femmes non plus n'ont pas les mêmes besoins. Alors c'est vrai que on n'est pas tous égaux du fait qu'on peut être du matin ou du soir, que les femmes ont besoin en gros de 20 minutes de plus de sommeil, ce qui est normal parce que comme elles ont un cerveau plus performant que celui des hommes, parce qu'elles ont plus de connexions, elles ont besoin de plus de récupération. D'accord. Et puis on peut être soit 15% des sujets sont du matin, comme votre serviteur, 15% sont du soir, comme d'autres que je connais, et c'est facile à reconnaître, c'est-à-dire que un sujet du matin, il ouvre les yeux, il est en pleine forme, moi à 5h30, je suis arraché du lit par une main invisible, je suis tout de suite devant mon ordinateur à écrire. Et je suis pathologiquement ponctuel. Alors qu'un sujet du soir, lui, il ne faut pas trop l'approcher pendant au moins 2 heures, il a beaucoup de mal à être à l'heure, et enfin, il est chronoflexible, c'est-à-dire qu'il peut faire les 3-8, travailler de nuit, faire des décalages horaires, faire la fête. Sujet du matin, pas trop. D'accord. Donc c'est important, j'imagine, de respecter ces rythmes naturels. Alors, à l'inverse, si on parle des troubles du sommeil, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, apnée du sommeil, quels sont les différents troubles du sommeil? Alors, si on veut être très schématique, il y a 3 types de troubles du sommeil. Il y a les insomnies, je dors pas assez ou je dors pas bien. L'hypersomnie, je dors trop et je suis somnolent. Et les parasomnies ou dysomnies, je marche en dormant, j'ai des cauchemars, je fais pipi au lit, je transpire la nuit, j'ai des terreurs nocturnes, etc. etc. L'insomnie, c'est le plus fréquent. On l'a bien dit, plus de la moitié des Français considèrent qu'ils dorment pas bien ou pas assez. Souvent, ils récupèrent pendant le week-end. Et puis, l'hypersomnie, c'est peut-être un peu moins fréquent, mais c'est beaucoup plus grave. On considère dans les milieux de sommeil que tout hypersomniaque, c'est-à-dire toute personne qui dort plus qu'avant, parce qu'on peut être long dormeur, je l'ai dit, est normal, mais quelqu'un qui se met à dormir plus doit être enregistré, parce qu'il faut chercher des maladies assez sévères, style syndrome d'apnée du sommeil, narcolepsie, et j'en passe. Et enfin, les parasomnies, c'est un autre sujet, c'est le somnambulisme, les cauchemars, et c'est tout à fait autre chose. D'accord. Et vous disiez, il y a quand même des troubles qui sont un peu plus inquiétants que d'autres, enfin qu'il faut surveiller un peu plus que d'autres. Oui, bien sûr. L'insomnie chronique, je pense que c'est tout un sujet à soi tout seul, et dont on reparlera dans les méfaits du sommeil. En revanche, pour l'hypersomnie, c'est-à-dire je dors plus, je suis somnolent, j'arrive pas à me concentrer, si en plus je suis un ronfleur, et si en plus j'ai une hypertension artérielle, attention, pas dans tous les cas, hein, mais 2/3 des personnes qui ont des apnées du sommeil sont hypertendues. Et à peu près les 2/3 des hypertensions sont dues aux apnées du sommeil. Mais si j'ai par exemple des palpitations, si je m'endors dans la journée, si j'ai du mal à me concentrer, si je suis un homme, c'est après l'âge de la ménopause que les femmes rejoignent dans une juste parité les hommes. Si j'ai une grande fatigue, si je suis mal fichu, si je transpire très facilement, notamment la nuit, eh bien, c'est que je suis à risque d'apnée du sommeil et je dois absolument être enregistré parce que sinon les ennuis vont commencer. D'accord. Alors, d'une manière plus générale, vous l'avez évoqué un peu, c'est quoi les méfaits d'un mauvais sommeil? Alors, ne pas bien dormir, c'est vrai que ça peut avoir pas mal de problèmes. On l'a dit tout à l'heure, si je dors pas assez,
eh bien, je vais ne pas me reposer, je ne vais pas abaisser toutes mes fonctions physiologiques, et donc je risque de développer une hypertension artérielle, un état de stress, et qui dit hypertension artérielle dit plus de risque d'infarctus, d'AVC et autres problèmes physiques assez sérieux, vous en conviendrez. Ensuite, il y a la fatigue. Ça, c'est un truisme. Tout le monde sait que si on dort pas assez, on est fatigué, on est crevé, on n'arrive pas bien à se concentrer, à mémoriser. Voilà, on risque de s'endormir au volant et donc de se planter dès qu'il y a un platane qui traverse la route. Bref, ça peut être dangereux. Retard de croissance, retard de concentration, de mémorisation, c'est les problèmes d'hormones de croissance. Mais là aussi, c'est connu depuis une 10-15 d'années. Ceux qui ne dorment pas assez risquent de prendre du poids. Il y a des obésités, pas uniquement liées au fait que si je ne dors pas, je me lève et j'ai dans le frigo. Non, parce qu'il y a ces problèmes de leptine et de gréline. Et il a également été montré, avec une étude très simple, on a pris une 15aine de sujets parfaitement sains, qui n'avaient aucun problème, et on leur a demandé pendant 15 jours de dormir moins de 5 heures. Au bout de 15 jours, ils avaient moins d'insuline, beaucoup moins d'insuline, et une résistance à l'insuline. Ils étaient prédiabétiques. Ce qui veut dire que si je ne dors pas assez, si j'ai un gène de vulnérabilité au diabète, en clair, si un de mes parents est diabétique, si je ne dors pas assez, je vais déclencher mon diabète. Même en temps très court. 15 jours, ça a été montré déjà. Et puis, dernier chapitre important, avant qu'on en découvre d'autres, c'est ce problème immunitaire. Là aussi, il a été montré qu'avec cette réinitialisation, les personnes qui ne dorment pas bien ont plus de risques d'infection, elles se défendent moins bien. Il a été montré aussi chez les infirmières de nuit qu'elles avaient plus de risques de cancer du sein. Et de manière générale, il y a plus de risques de cancer digestif. Donc ce n'est pas que de la cosmétique, le sommeil. Merci pour ces explications. Docteur Beck, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les dérèglements des systèmes d'éveil et d'endormissement? Oui, donc on va parler surtout des problèmes d'insomnie, ce qu'a précisé Patrick. Et donc, on va avoir deux bouleversements qui peuvent se passer lors des troubles du sommeil. Soit vous avez l'architecture du sommeil qui peut être perturbée, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, ces phases qui peuvent être soit mal positionnées, soit pas au bon moment, soit avec un temps de durée différente. Et ensuite, on peut avoir des perturbations au niveau de ces deux systèmes que je vous ai parlé qui jouent l'un d'endormissement, l'autre d'éveil. Le premier système d'éveil est lié au cortisol et on peut avoir un excès de cortisol avec une diminution du système GABAergique, j'y reviendrai après, qui est le système du stress et de l'anxiété, qui peut faire qu'on va avoir des problèmes d'endormissement parce qu'on est trop énervé ou excité. Et on va avoir un deuxième système, qui est le deuxième système, qui est plutôt une hypoactivité des systèmes d'endormissement et qui, lui, est lié à la mélatonine. Et en général, dans ces différents troubles du sommeil, que ce soit rupture de l'architecture, troubles d'endormissement, troubles d'éveil, on a tendance à prescrire des benzodiazépines. Oui, effectivement. La France est d'ailleurs le deuxième consommateur européen, je crois, de benzodiazépines. En quoi cette réponse classique, les benzodiazépines et notamment les somnifères, en quoi cette réponse classique peut poser problème? Parce qu'on parle de sommeil chimique, c'est ça? C'est vrai que je me suis beaucoup radicalisé depuis 3-4 ans. Avant, je disais qu'on pouvait de temps en temps prendre ce genre de saleté parce que ça pouvait rendre service. Maintenant, je pense qu'il ne faut jamais en prendre. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui en prennent depuis des années. On ne va pas les sevrer brutalement parce que ce serait dangereux. Ou quelqu'un qui a 85 ans et puis qui prend un demi-comprimé d'hypnotique tous les soirs et qui se porte bien et qui n'augmente pas les doses, on va la laisser tranquille, cette personne. Mais si cette même personne, à 85 ans, prend son demi-comprimé de somnifère et qu'elle s'est cassé le col du fémur, ou qu'elle perd la mémoire, ou qu'elle a des hallucinations d'endormissement, on va essayer de la sevrer. Donc, quels sont les méfaits des benzodiazépines? Eh bien, on va dire, il y a 3 catégories. D'une part, ça ne marche pas. D'autre part, c'est dangereux. Et troisièmement, ça ne sert à rien. Alors, d'accord. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, on va détailler tout à fait, absolument. Pourquoi ça ne marche pas? Ça a été bien montré, et il suffit de regarder un enregistrement de sommeil. Un somnifère, en latin, somnisfere, ça veut dire qu'il apporte le sommeil. C'est une escroquerie intellectuelle, parce qu'en fait, quand on est sous ce genre de produit, on ne dort pas, on est anesthésié. Et c'est un peu différent. Et il a bien été montré par différentes études que tous les bienfaits que je viens d'énumérer du sommeil, on ne les a pas sous benzodiazépine. On ne les a pas. Il y a juste l'impression de bien dormir. On perd conscience. On ne dort pas réellement. Et c'est une différence qui est capitale.
une étude qui m'a fait sauter au plafond, qui a fait sauter au plafond le monde entier, sauf la France. 100 000 sujets suivis en Angleterre pendant 15 ans, 7 ans en moyenne, entre 1 mois et 15 ans. On regarde, un tiers d'entre eux ont pris des benzodiazépines, les 2 tiers n'en ont pas pris. Et en données brutes, on a presque 2 fois plus de mortalité dans le groupe benzodiazépines. Alors, il faut faire des correctifs, parce que si on prend des médicaments, c'est qu'on est malade. Si on est malade, on a plus de chances de mourir. Sur 100 000, c'est sensible. Donc, en faisant tous les correctifs statistiques, on s'aperçoit, malgré tout, qu'il y a une surmortalité de 3 à 4 points, ce qui est considérable. Alors, vous allez me dire, de quoi meurt-il? Eh bien, ça, c'est moi qui le dis. Je pense que les sujets qui prennent des benzodiazépines, on est tous plus ou moins ronfleurs, surtout à partir de 40 ans, un peu plus les hommes que les femmes, malheureusement. Et j'avais montré qu'un quart de comprimés de benzodiazépine multiplie par 2 le nombre et la durée des apnées. Donc je pense que les personnes qui ont, je ne sais pas, un homme de 60 ans qui fait 4, 5, 7, 8 apnées de 10 secondes par heure, il prend un quart de comprimé d'hypnotique, il en fait 10, 15, 20 de 20 secondes. Avant, il était normal, là, il est malade. Apnée du sommeil égale infarctus, AVC, Alzheimer, etc., etc. Donc je pense que toutes les complications qui sont décrites avec les benzodiazépines, à savoir la somnolence avec les accidents de circulation, les problèmes de démence de type Alzheimer, la dépression, le suicide, tout ça c'est lié aux apnées du sommeil, mais également le risque de chute et de fracture, parce que si on est âgé et qu'on se lève en pleine nuit alors qu'on est au moment où on absorbe dans son cerveau les benzodiazépines, on a un malaise, on tombe, on fait un col du fémur, et là c'est le début de la fin, malheureusement souvent. Et puis, il y a des choses qui sont moins bien connues, à savoir par exemple que les benzodiazépines dépriment. Et ce fantasme, ce mythe qui faisait que nos maîtres disaient: quand tu prescris un antidépresseur, comme ça risque de faire sauter les gens par la fenêtre, parce que ça met 15 jours à être antidépresseur, mais ça stimule, c'est complètement faux. Jamais un antidépresseur n'a provoqué ça. On disait, tu associes une benzodiazépine, ça va calmer le jeu. Et en fait, les benzodiazépines créent des levées d'inhibition. Et donc, en fait, pour supprimer un effet secondaire des antidépresseurs qui n'existe pas, on prescrit un médicament qui le provoque. Avec un psychiatre pour inventer un truc pareil. C'est quand même extraordinaire. D'accord. Et il a été montré aussi qu'un antidépresseur associé à un tranquillisant marche moins bien que s'il est donné seul. Et qu'un tranquillisant tout seul peut favoriser la dépression. Et puis, ces levées d'inhibition fait que des personnes réalisent un truc qu'elles n'auraient jamais fait en temps normal, mais qu'elles avaient envie de faire. Et c'est ainsi qu'on a vu, par exemple, un médecin à Montpellier qui a massacré sa femme, ses filles à coups de hache, qui a été incarcéré et qui s'est suicidé une fois en prison. C'est-à-dire qu'un comprimé d'une benzodiazépine, avec un peu d'alcool, 4 morts. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. On ne doit pas initier ce genre de traitement, et lorsque quelqu'un en prend depuis un certain temps, on doit, si la personne est d'accord, bien sûr, envisager un sevrage. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Donc là, on venait d'être très clair sur le sujet. Les benzodiazépines, notamment les somnifères, c'est vraiment pas idéal. Alors heureusement, Dr Beck, il existe des alternatives. Oui, heureusement qu'il existe des alternatives, surtout quand on voit tous les méfaits des benzodiazépines. Pour aborder le type d'alternatives, il faut que je revienne un petit peu sur ce dérèglement de la bascule veille-sommeil. Avec 2 types de troubles, on va avoir le premier système qui va être une hyperactivité des systèmes d'éveil, qui vont être associés à une montée du cortisol et un déficit du système GABAergique et le système anxiolytique qui calme les gens, en sachant que ce système d'hyperactivité éveil est lié certainement au stress. Je vais y revenir. Et le deuxième système de dérèglement, c'est une hypoactivité des systèmes d'endormissement qui sont liés en général à la mélatonine, soit par un défaut de synchronisation, soit par un mauvais moment de sécrétion de la mélatonine au cours de la nuit. Je vais revenir sur l'hyperactivité des systèmes d'éveil, et en général, ça va se traduire par une stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysé surrénalien, ce qui va entraîner la montée de cortisol. Je reviens dessus, mais parce qu'on verrait qu'avec la prise en charge des plantes, on va gérer ce cortisol. Il va y avoir une diminution au cours de la nuit des systèmes GABAergiques. Comme je vous ai dit, le système GABAergique, c'est le système qui régule l'anxiété. Quand ce système fonctionne bien, vous êtes zen. Lorsqu'il ne fonctionne pas bien, vous allez avoir de l'anxiété qui va apparaître au cours de la journée ou de la nuit.
Donc il y a un lien très net entre ce que l'on vit, le stress que l'on vit, l'anxiété qui découle de ce stress mal vécu ou pas, et qui va entraîner ce problème d'insomnie. Donc à partir de là, on va devoir prendre en charge cette anxiété qui est responsable du stress. Il faut savoir que lorsqu'on est stressé, si vous avez un stress, que vous le gérez bien, vous allez avoir votre cortisol qui va rester à dose physiologique et tout se passe bien. Si vous êtes stressé et que vous gérez mal ce stress ou que c'est un stress chronique, ce cortisol va commencer à monter et en montant, il va entraîner la baisse de sérotonine, de dopamine, de noradrénaline, c'est-à-dire que des neuromédiateurs vont baisser et les troubles du sommeil et de l'anxiété vont apparaître. Donc la première plante, les plantes qu'on va devoir donner en premier lieu, c'est d'empêcher cette montée du cortisol pour jouer vraiment sur le terrain de l'anxiété. Et en général, c'est ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, dont la plante maîtresse est la rhodiole. D'accord. Alors, si on... Attendez, je vais vous redonner 30 secondes, excusez-moi. Bien sûr. Voilà, alors on peut jouer bien sûr sur ce cortisol par l'hygiène de vie, en particulier l'activité physique, la méditation, et par des plantes. D'accord. Alors justement, les plantes, si on rentre un peu dans le détail, quelles plantes, Dr Beck, permettent de traiter quels troubles du sommeil? Alors là, on va traiter donc les troubles du sommeil liés à l'anxiété. Alors les troubles du sommeil liés à l'anxiété, ça peut être les troubles d'endormissement. La personne rumine, les idées n'arrivent pas à déconnecter le cerveau. Ça peut être des réveils nocturnes avec tout de suite le cerveau qui redémarre et les soucis de la journée qui reviennent. Et ça peut être des fois des réveils précoces liés à l'anxiété ou au stress, mais très souvent les réveils précoces peuvent être aussi un premier signe de dépression lorsque c'est lié à ce contexte de stress. Donc la première plante, il faut savoir qu'on va devoir donc jouer sur ce cortisol qui perturbe tout, et on va donner une plante adaptogène, et la plante maîtresse de cette prise, de cette régulation de l'anxiété va être la rhodiole. Ensuite, donc la rhodiole est une plante adaptogène qui empêche le cortisol de monter, qui joue sur l'anxiété et la dépression aussi. Mais pour traiter le sommeil, les troubles du sommeil liés à l'anxiété, il faut savoir que c'est l'anxiété de la journée qui fait le lit de l'anxiété du soir. Donc on a intérêt à prendre en charge l'anxiété aussi de la journée. D'accord. Et donc là, on va avoir des plantes telles que la mélisse, la passiflore, la valériane, la rhodiole, l'aubépine, et ensuite on aura des plantes plus spécifiques du sommeil qui sont l'escolzia et la valériane. Toutes ces plantes qui vont jouer sur le stress on a intérêt à les accompagner avec du magnésium. Parce que dès que vous êtes stressé, dès que le cortisol monte, vous allez avoir une fuite du magnésium dans les urines, et quand vous manquez de magnésium, vous augmentez votre vulnérabilité au stress, vous êtes plus anxieux et vous rentrez dans un cercle vicieux. Voilà, vous voulez que je dise? Non, du coup, et donc il y a des plantes qu'on peut prendre dans la journée pour gérer un peu son stress, et d'autres plus spécifiquement pour l'endormissement. Exactement. Et l'avantage des plantes, c'est qu'on va pouvoir individualiser la prise en charge en fonction de la somatisation de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on sait que la plante maîtresse, comme je vous ai dit, c'est la rhodiole, que l'on va pouvoir associer à des plantes comme l'aubépine et la passiflore, si la personne présente une appréhension, une attente, il va m'arriver quelque chose, le trac, qui n'est pas très bien défini, et là, ça sera aubépine, passiflore avec de la rhodiole. Par contre, vous allez avoir des personnes qui vont traduire leur anxiété par des palpitations, par une hypertension, par la peur de mourir. Et là, ça sera plutôt des plantes comme l'aubépine. Vous allez avoir des gens qui vont présenter de l'anxiété qui va se traduire par des troubles digestifs. Ça peut être des gastrites, ça peut être des reflux gastro-œsophagiens. Et là, vous avez des plantes comme la mélisse, qui est sédative, anxiolytique, mais qui en plus est anti-ulcéreuse, anti-reflux, antispasmodique. Vous avez la passiflore, qui est une plante qui est antispasmodique très importante au niveau de l'intestin, donc qui va être intéressante dans les somatisations qui se traduisent par des spasmes intestinaux, mais qui va aussi jouer, comme je en ai un petit peu parlé, sur les problèmes d'appréhension, de trac, et qui est une plante aussi qui aide à dormir. Et puis vous allez avoir des plantes comme la valériane, qui est une plante qui joue quand les personnes qui sont stressées se contractent les muscles,
un petit peu, ça peut être des torticolis, ça peut être des lombalgies liées un petit peu au stress, et ces plantes-là auront un intérêt. Donc ça va être plutôt les plantes un petit peu de la journée, bien que la valériane va servir aussi la nuit. Et après, on aura des plantes plus spécifiques de l'anxiété d'endormissement ou de réveil nocturne. Et ces deux plantes, qui sont deux plantes maîtresses et bien connues, c'est l'escolzia et la valériane. Alors l'escolzia et la valériane, qui sont deux plantes qui se ressemblent, vont avoir un intérêt par rapport à ce qu'a dit Patrick sur les benzodiazépines. Il a précisé que les benzodiazépines faisaient une anesthésie. C'est-à-dire qu'il voulait dire, quelque part, vous allez avoir une diminution du sommeil paradoxal, une diminution du sommeil lent profond, et c'est plutôt sur l'endormissement et la diminution d'éveil sur lequel va jouer les benzodiazépines. Et les plantes, au contraire, vont pouvoir jouer plus efficacement en augmentant le sommeil lent profond, en augmentant le sommeil paradoxal, et donc on aura un sommeil d'une meilleure qualité que par rapport à une benzodiazépine, et de ce fait-là, on aura moins d'accoutumance aussi. Ça va jouer aussi sur ce sommeil lent, léger, où la personne n'a pas l'impression de dormir. Le fait de prendre de la valériane et de l'escolzia va améliorer, va faire passer ce sommeil lent léger au sommeil lent profond qui est plus récupérateur. D'accord. Alors, sur ce point, vous êtes tous les deux spécialistes, mais ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui nous regardent. Comment on peut savoir justement quelle plante prendre Mais c'est à travers cette somatisation. Quel que soit le trouble du sommeil, le plus facile, c'est l'escolzia valériane lorsqu'on veut jouer au niveau de l'endormissement. Mais l'anxiété de la journée, ça sera de la rhodiole plus la plante qui correspond à votre manière de traduire votre anxiété. Comme je vous disais, si vous avez des palpitations, mais ça sera l'aubépine. Si vous avez des maux d'estomac, ça sera la mélisse. Des maux d'intestin, la passiflore. C'est le gros avantage de la phytothérapie, c'est qu'on va pouvoir individualiser la plante au type de somatisation aussi que vous présentez au cours de l'anxiété. D'accord, merci. Dr Leman, vous aussi, vous êtes convaincu par les vertus de ces plantes? Alors, je ne suis pas un phytothérapeute. Le principal de ma formation, je la dois à Marc Beck. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai découvert non seulement les thérapies cognitives et comportementales, ce que j'appelle aussi l'hygiène des rythmes, et que je prescris, pour moi c'est très simple, c'est effectivement passiflore, valériane, escolzia, mélisse, aubépine. Là, c'est à peu près le tour de ma pharmacopée phytothérapique. Et puis la mélatonine, bien sûr, qui est complètement essentielle, en gros c'est le fond du traitement. Bref, à partir du moment où j'utilise tout ça, je peux vous dire que l'essentiel, l'immense majorité de mes insomniaques dorment correctement, et je n'ai pas prescrit, du moins initié, un somnifère depuis des lustres. Si je peux reprendre un peu, c'est justement l'introduction, la suite, qui a la mélatonine, ça va rentrer vraiment dans ces troubles du système d'endormissement, c'est-à-dire que la personne n'est pas stressée et elle présente des troubles soit d'endormissement, soit elle va se coucher tard, soit elle va se réveiller tôt, qui sont plutôt dus à une désynchronisation de phase. Et là, on a le spécialiste de la mélatonine avec Patrick. Je lui laisse la parole. Très bien. Alors évidemment, donc on peut résumer pour dire que les plantes, c'est naturel et ça marche. Ça, c'est un bon enseignement. Il n'y a quasiment pas d'effet secondaire, à part quelques exceptionnelles allergies. Mais en fait, on peut être allergique à tout, à l'air qu'on respire. Il y a des allergies avec les plantes, on ne peut pas le discuter. D'accord. Alors vous l'avez évoqué, Dr Beck, l'autre solution naturelle pour bien dormir, c'est la mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil? Non, ce n'est pas l'hormone du sommeil, c'est l'hormone de la nuit. D'accord. À savoir que dès qu'on a une lumière qui est inférieure à un certain nombre de lux, qui est la mesure de la lumière, effectivement la luminosité, eh bien on commence, même en plein jour, si le studio était moins éclairé, on ferait tous de la mélatonine. Et donc, au bout d'un certain temps, quand le cerveau s'aperçoit que la mélatonine monte, ça lui donne le signal que bientôt il va falloir faire dodo. Donc c'est une hormone de la nuit, signal de sommeil, mais ce n'est pas une hormone vraiment hypnotique, sauf qu'en cours de nuit, malgré tout, il a été assez bien montré que si on n'a pas assez de mélatonine, le sommeil sera de moins bonne qualité et qu'il y aura plus d'éveil. D'accord. Alors justement, comment est-ce qu'on peut utiliser la mélatonine pour mieux dormir? Alors la mélatonine, il est clair maintenant que tous mes patients insomniaques, je leur en prescris, et encore à bien d'autres indications. Que l'insomnie soit liée à un problème de ce qu'on appelle un problème de phase, les gens qui font trop la fête, les gens qui font les 3-8, les gens qui travaillent de nuit, les gens qui voyagent en transméridien avec des décalages horaires, bref, tout ça, c'est des problèmes de phase. On doit leur prescrire
avant le moment où ils veulent s'endormir. Par exemple, si vous allez en Chine et que vous n'arrivez pas à vous endormir parce que quand il sera 21h là-bas, pour vous, dans votre horloge biologique les premiers jours, il sera midi. Donc c'est difficile de s'endormir à ce moment-là. Quand il est 21h heure chinoise, vous prenez la mélatonine, plus des plantes, et au réveil de la lumière. On coupe presque toujours la mélatonine à la lumière. Parce qu'on oublie toujours que l'insomnie d'endormissement, c'est le matin que ça se traite avant tout. C'est le matin. Parce qu'il faut synchroniser les rythmes. Donc la mélatonine, pour l'insomnie d'endormissement, pour les problèmes de phase, c'est au coucher. C'est de la mélatonine simple, en réalité, entre 0,5 et 2 mg de mélatonine. Et puis si c'est un problème, soit lié à l'âge, soit lié à l'anxiété, soit lié au fait qu'effectivement, avec le temps, le sommeil prend des rides, comme tout le reste, à ce moment-là, on va prendre plutôt de la mélatonine en retard. Alors en France... À libération lente, c'est-à-dire ? Oui, c'est ça, la libération prolongée. Alors en Europe, c'est un peu particulier, c'est même complètement idiot si on y réfléchit. Plus de 2 mg, c'est un médicament sur prescription, moins de 2 mg, c'est un complément alimentaire. Oublions complètement qu'il suffit de prendre 2 comprimés de compléments alimentaires pour avoir largement au-delà de 2 mg. C'est la législation. D'accord. Donc s'il y a un problème de réveil nocturne, de réveil matinal trop précoce, de mauvais sommeil de manière générale, on prendra une mélatonine à libération prolongée. Et puis dans certains cas, ça fonctionne assez bien. En cas de réveil nocturne, on peut prendre la mélatonine en spray, 2 pchits sous la langue, et ça permet de se rendormir assez rapidement. On oublie aussi toujours de dire que la mélatonine est le plus antioxydant de tous les produits de la création et qu'il y a de plus en plus d'études en cancérologie qui montrent que la mélatonine est un très bon adjuvant au traitement anticancéreux. C'est un traitement anti-âge aussi, ce qui fait qu'on peut considérer que la NSA, pour ne pas la citer, qui n'a pas pris la précaution de regarder la littérature et de voir qu'il venait d'y avoir une conférence de consensus, a sorti une alerte complètement imbécile, ne lançant pas d'alerte sur les benzodiazépines. Normalement, effectivement, l'alimentaire n'a pas à s'occuper de médicaments, mais lancer une alerte sur la mélatonine sur des fondements faux, sans avoir mis dans la commission des gens qui connaissent le sommeil, arrive à des aberrations. Il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires. Éventuellement, il ne faut pas l'associer aux produits anticancéreux ou pour le sida. Et encore, il n'y a jamais eu de pépin en réalité. Les effets secondaires de somnolence, en fait, c'est l'allongement du temps de sommeil qui donne la somnolence. Et le seul effet secondaire qu'ils ont relevé, finalement, notamment dans d'autres revues, comme Le Point, c'était une augmentation de la libido. Et plein de gens sont contents avec cet effet secondaire-là. Ça marche. Merci pour ces explications. Donc on a vu les plantes d'un côté, la mélatonine de l'autre, ça fait pas mal de solutions naturelles pour mieux dormir. Il y a aussi, je crois, quelques règles à respecter. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour retrouver un bon sommeil ? Alors, tout dépend si vous êtes du matin ou si vous êtes du soir. Parce qu'on ne traite pas pareil les gens du matin, 15%, du soir, 15%, et puis ceux qui sont ni l'un ni l'autre, puis ceux qui sont plutôt du matin, ceux qui sont plutôt du soir. Clairement, on voit que les gens, quand ils sont du matin et qui se lèvent trop tard et qui se couchent trop tard, ils risquent de développer notamment des dépressions assez importantes. Et que la grande règle, dans tous les troubles du sommeil, je parle des insomnies, c'est de se lever à heure fixe. Donc, si vous n'avez pas de problème, vous faites ce que vous voulez, mais après, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, pas de grasse matinée, y compris le samedi-dimanche. L'INSEE, d'ailleurs, a sorti une statistique montrant qu'il y a plus d'infarctus, plus d'accidents de voiture et plus de suicides le matin, et notamment le lundi matin, surtout après les ponts ou après les vacances. D'accord. On voit donc, il ne faut pas se dérégler. On voit, c'est exactement, que la grasse matinée, fort agréable si on se porte bien, entraîne un retard de phase qui donne des tas de problèmes de santé. Donc moi, mon premier souci, c'est quand tout allait bien, vous étiez au boulot, en pleine forme, à quelle heure vous vous couchiez, à quelle heure vous vous réveillez. Et là, je prescris la même chose, un petit peu plus tôt, pour créer une petite dette de sommeil, ce qui fait qu'au bout de 8-15 jours, les personnes s'endorment plus facilement pour payer leur dette de sommeil. Les sujets du soir, évidemment, me détestent quand je leur dis à quelle heure vous vous réveillez quand vous allez au boulot, avant d'être au chômage ? 7 heures. Bon, à l'avenir, à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, vous vous réveillerez à 6h30. Donc, ils sont furax. Je leur dis, vous allez me maudire pendant 15 jours et me bénir le restant de vos jours. Donc, on se lève toujours à la même heure. La pêche, la forme, la banane, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'augmentation de la température centrale, parce qu'on a un thermostat dans le cerveau qui fait que le soir, ça baisse, le matin, c'est comme dans les appartements, le matin, ça monte. Donc, pour aider la nature à avoir un bon tic-tac,
Eh bien, le matin, dès qu'on ouvre les yeux, à heure fixe, on peut avoir une aube artificielle. Ça marche plutôt pas mal, surtout pour les sujets du soir. Mais on peut aussi faire un petit peu de gym dès le réveil, prendre une douche très chaude, très prolongée, prendre un petit déjeuner très costaud à l'anglaise, sous une lumière intense. Et le soir, c'est le contraire, la pénombre, pas de lumière bleue, surtout pas d'ordinateur, de tablette, de téléphone portable après dîner. Interdit. Et notamment chez les enfants et les adolescents, il faut instaurer un couvre-feu électronique. Puis s'ils refusent, il faut les acheter parce qu'ils sont tous vénaux à ces âges-là. Donc ça peut être des schtroumpfs, ça peut être un peu de sous pour les adolescents. Il faut les acheter. C'est-à-dire qu'on leur loue tous les soirs leur téléphone après dîner, ou leur tablette, ou leur ordinateur. C'est vraiment indispensable. Et puis, le soir, pas de scène de ménage, on les reporte au dimanche midi. Et puis, une sécurité totale, le noir absolu si on n'a pas peur, pas de bruit discontinu, donc isolation, ou bouchon-oreille, etc. D'accord. Et du coup, donc on peut résumer, donc exposition à la lumière le matin, éventuellement activité physique, et le soir, au contraire, activité très calme. Très calme, pénombre, bain tiède sans se sécher trop vite, le sport pas avant de se coucher. Si on est obligé de faire du sport le soir, eh bien on laisse un tampon d'à peu près 2 heures entre la fin du sport et la mise au lit. Puis si on peut vraiment pas, à ce moment-là, on prend une douche un peu tiède, un peu fraîche, histoire de faire tomber la température. C'est pas compliqué le sommeil, c'est qu'une question de température. Et de règles d'hygiène à respecter. Alors ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas de vrais problèmes de sommeil, mais pour celles qui... Ça marche pas. D'accord, c'est la base de tout ça, d'accord. Pour tous les troubles du sommeil. Mais alors pour les personnes qui, elles, prennent des benzodiazépines depuis un moment, comment est-ce qu'on peut les aider à retrouver une hygiène de sommeil naturelle ou à mieux dormir sans somnifères? Et c'est là encore où les plantes vont avoir un intérêt important, je pense, c'est pour pouvoir permettre l'arrêt des benzodiazépines, faire ce qu'on appelle un sevrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Haute Autorité de la Santé recommande de faire un sevrage dès que les personnes prennent des benzodiazépines supérieures à 1 mois. C'est-à-dire que très très vite, il y a un risque d'accoutumance à ces benzodiazépines. Et le risque, c'est 2 risques en principe, ça va être soit ce qu'on appelle les problèmes de sevrage, mais les problèmes de sevrage, c'est en général, si vous avez pris des benzodiazépines pour dormir, si vous avez un problème de sevrage, vous allez avoir apparition de maux de ventre ou d'autres troubles, des troubles différents de la raison pour laquelle vous avez pris les benzodiazépines. Et ça va apparaître au bout de 15 jours, ça peut apparaître au bout d'un certain nombre de jours, et ça passera tranquillement. Et après, ce que l'on voit le plus souvent dans le problème des sevrages, c'est ce qu'on appelle le rebond, où la personne qui prenait une benzodiazépine pour dormir, à l'arrêt de la benzodiazépine, il va se retrouver avec à nouveau des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil, beaucoup plus importants, même des fois qu'au démarrage. Et des cauchemars. Ou des cauchemars. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire le sevrage en association chez un médecin et pas faire un sevrage tout seul, comme ça, à l'aveugle. Et il faut bien sûr la motivation du patient. On ne peut pas arrêter une benzodiazépine si la personne n'a pas envie. Et là, pour arriver déjà un petit peu à le convaincre, il y a plein de préjugés, de croyances que les gens ont sur les benzodiazépines. D'abord, tous les gens qui prennent des benzodiazépines ont l'impression d'en prendre peu. D'autant plus que les laboratoires se débrouillent assez bien pour faire croire que ce n'est pas très fort puisque c'est 1 milligramme. Vous allez prendre un comprimé d'un produit qui veut 1 milligramme, mais le 1 milligramme ne veut rien dire. C'est une benzodiazépine, il y aura les mêmes effets secondaires. Les personnes pensent que parce qu'ils ont bien dormi, ils ont eu cette impression d'anesthésie, qu'ils vont aller mieux. Vous avez vu tous les problèmes au niveau de la qualité du sommeil et des répercussions sur le psychisme et la forme physique. Et très souvent aussi, les personnes ont l'impression que ce n'est pas grave puisque le médecin le renouvelle systématiquement. Et donc, des fois, ils ne sont pas très, très motivés à faire ça. Donc, il faut arriver à les convaincre, il faut arriver à les motiver avant de commencer de faire un sevrage. Alors, pour comprendre ce qui se passe, c'est que dans votre organisme, vous avez un système qu'on appelle le système GABAergique, comme je vous ai dit, qui est le système qui fait détendre, qui amène la tranquillité, qui amène en gros le sommeil. Vous avez un neuromédiateur qui s'appelle le GABA, qui va être sécrété, qui va aller se mettre sur un récepteur. À partir de là, je m'imagine un petit peu, il va faire entrer du chlore dans la cellule, et ce chlore va détendre, va relaxer tout l'organisme. Quand vous prenez des benzodiazépines, vous allez jouer sur un site, sur un récepteur qui va amplifier l'action du système GABAergique. Donc quand vous prenez une benzodiazépine, vous amplifiez l'action naturellement de votre GABA. Et là,
Et quand vous arrêtez votre benzodiazépine, il n'y a plus cette stimulation, donc votre organisme va se passer comme s'il manquait, ou comme s'il y avait une freination du système GABAergique, et donc l'anxiété, l'insomnie va réapparaître. On va avoir des plantes qui vont jouer au même niveau que les benzodiazépines, sans les effets néfastes, puisqu'on a vu qu'on redonnait une qualité de sommeil, donc ce qui va permettre de prendre le relais, et quand on arrêtera nos plantes, de ne pas avoir de phénomène de rebond ou de sevrage. En général, ça va se passer, donc ce sont les mêmes plantes que je vous ai dit sur l'anxiété, l'aubépine, la passiflore. On varie toujours sur les mêmes plantes, la mélisse, l'escolzia, mais on va les associer dans une stratégie. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que lorsqu'on veut arrêter une benzodiazépine, ça va prendre un certain temps. C'est qu'on va devoir diminuer d'un quart de comprimé à peu près tous les 21 jours, qui correspond à peu près à la demi-vie des benzodiazépines. Et associé à cette diminution d'un quart, on va rajouter nos plantes, on va rajouter le magnésium, comme je vous ai dit, qui empêche la vulnérabilité au stress, la rhodiole, qui va jouer sur l'anxiété, mais qui va empêcher la montée du cortisol, qui pourrait faire tout dérégler par la suite. On va rajouter, si nécessaire, l'escolzia valériane au coucher, on va rajouter l'escolzia valériane pour remplacer le benzodiazépine du sommeil. Et ça, c'est en généralement le traitement, l'accompagnement de base. Mais il faut savoir qu'il y a un élément qui peut venir compliquer tout arrêt du sevrage, c'est si on se trouve sur des patients qui ont un terrain un petit peu addictif. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool. On considère déjà qu'une femme qui boit plus de 3 verres de vin par jour, c'est déjà une conduite addictive. Vous avez les personnes qui sont, on va dire, addictives à la cigarette, au sucre, qui sont addictifs même aux médicaments. Et donc ces gens-là vont, de fait de leur addiction, créer une difficulté à l'arrêt du sevrage. Mais on sait que cette addiction est très souvent due à un déficit d'un certain neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine. Et donc chez ces personnes-là, on va rajouter une plante qui s'appelle le griffonia, donc à ces personnes-là, pour jouer sur ce terrain d'addiction et donc permettre un sevrage beaucoup plus facile et rapide. D'accord, donc ne pas hésiter à se faire accompagner par un... Ah non, ça il faut, à mon avis, pour éviter justement tous ces phénomènes de rebond ou de sevrage. D'accord. Dr Beck, merci. Dr Lohmann, merci pour ces explications très claires. Alors visiblement, le sujet vous passionne puisque nous avons reçu de très très nombreuses questions et je vous propose d'essayer de répondre ensemble à quelques-unes de ces questions. On commence peut-être par celle de Johan. On sait que de nombreux Français travaillent en horaire décalé. Dr Lohmann, comment faire pour bien dormir dans ce cas-là ? Alors, il faut d'abord savoir que malheureusement, comme nous sommes une espèce diurne, le travail de nuit, le travail décalé, le travail en 3-8, être hôtesse de l'air, travailler aux urgences, ça a un coût toujours et qu'on a forcément au moins 1 heure de déficit de sommeil. Et ça peut entraîner des problèmes et nous sommes inégaux, à savoir que les sujets du matin, il ne faut pas. De toute façon, au bout de 5 ans, il n'y en a plus un seul du matin qui continue à travailler en décalé parce qu'il est malade ou il a été muté ou il a démissionné. Donc il n'y a que les sujets du soir, plutôt courts dormeurs, qui peuvent assez longtemps tenir le coup en horaire décalé. Et puis par ailleurs, eh bien, on essaye de jouer sur effectivement l'hygiène des rythmes, à savoir de la mélatonine au coucher, de la pénombre au coucher, quelle que soit l'heure du coucher, et de la lumière intense au réveil. Ce que les travailleurs de nuit souvent oublient, c'est que quand on rentre du boulot, nous qui sommes des diurnes, eh bien, on ne se couche pas tout de suite après le boulot. Alors souvent, ils ont tendance, ils rentrent à 6 heures du matin, crevés par une nuit, par exemple, dans un service d'urgence, ils se mettent tout de suite au lit, ce qui est une grave erreur. Parce qu'ils se mettent au lit à 6-7 heures, l'immeuble se réveille, la famille se lève, ils ne la voient pas en plus, et ils arrivent mal à dormir. Donc je conseille toujours, pendant 2 heures, vous ne vous couchez pas, vous prenez vous, ce sera votre dîner, eux, ce sera leur petit déjeuner, vous profitez de votre famille, vous laissez l'immeuble se vider, vous allez faire un petit tour avec le chien, et puis ensuite vous vous couchez vers 9 heures du matin, vous profitez du petit creux de température de midi, 1 heure pour avoir du sommeil profond, vous vous réveillez vers 14-15 heures, vous vivez votre vie, et avant de repartir au boulot, vous faites une bonne sieste d'1 heure ou 2, de manière à relancer la vigilance. Et la nuit, quand vous êtes au boulot, vous avez un coup de pompe, des micro-siestes, si vous êtes 2, à la Dali, et éventuellement, quand vous êtes vraiment trop crevé, après une micro-sieste, vous essayez de vous exposer à des dispositifs très lumineux. D'accord, merci, très clair.
Question de Matt. Est-ce que le café, une question pour vous, Dr Beck, est-ce que le café en début d'après-midi peut perturber le sommeil? J'ai l'impression que lorsque je n'en bois pas, je ne me réveille pas à 2 heures du matin. Pourtant, on dit que les effets s'en ressentent durant 5 heures après. Dois-je arrêter le café? Dans ce cas-là, oui, d'autant plus qu'il ne dort pas la nuit s'il en prend. Mais même s'il y a des personnes qui ont besoin de café, qui ont l'impression d'avoir besoin de café pour dormir, parce que vous avez des gens qui vont prendre du café juste avant de se coucher, qui vous diront « je ne dors pas si je n'en prends pas ». On sait que le café va avoir une perturbation sur l'architecture du sommeil, sur les rythmes du sommeil. Donc il vaut mieux arrêter le café, diminuer le café, arrêter le café dans l'après-midi, on va dire prendre le dernier café au repas de midi et en éviter. Les cafés étaient pareil. Il ne faut pas oublier quand même que la cinétique du café est compliquée, parce qu'en 20 minutes, la tasse de café elle est déjà atteint le cerveau. Donc il y a un effet stimulant très rapide. Mais ensuite, en fonction de l'âge, en fonction de l'origine ethnique, en fonction du sexe, en fonction du poids, en fonction des médicaments associés, la cinétique va être différente. Et on décrit des fois plus de 10 heures avant le pic d'activité de la caféine. Et pour parler de moi, qui suis un sujet du matin et qui malheureusement est quelques heures de vol derrière moi, si je prends un café à 13 heures, je ne m'endors pas, alors qu'un sujet du matin, moi je ne sais pas ce que c'est que l'insomnie d'endormissement. Et je me disais, c'est une idée que je me fais, un petit peu comme notre internaute. Tout simplement, le dimanche, comme j'ai une femme adorable, elle me prépare mon décaféiné. Et un soir, un dimanche soir, impossible de m'endormir. Du coup, elle non plus, parce que j'étais un peu agité. Et je l'entends 1h du matin qui dit « Oh mon Dieu, je crois que j'ai inversé nos tasses ». Donc je ne savais pas que j'avais pris du café actif, pas du déca. J'étais en aveugle, c'était pas un effet nocebo. Pour rebondir sur la cinétique du café, il y a une théorie qui explique que beaucoup d'enfants peuvent être agités ou ne pas dormir parce qu'ils sont en excès de caféine. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pour quelles raisons ils sont en excès de caféine. Mais le chocolat contient de la caféine. Le coca. Et l'enfant a une cinétique très lente. C'est-à-dire que la caféine du chocolat va s'accumuler et de ce fait-là peut créer des problèmes d'endormissement ou d'agitation ou d'hyperactivité. D'accord, donc attention au café, au chocolat et au thé également. Source de caféine, thé, café, chocolat, coca, Red Bull. C'est les 5 questions que je pose à tous mes patients. Ça marche. Question de Patrick, pour vous, docteur Lemoine. Est-il normal de dormir 10 à 12 heures par jour en moyenne quand on est adulte? Alors, si on a toujours dormi 10-12 heures, c'est qu'on est un long dormeur, tout simplement. Donc là, ça peut être normal. Si on n'a pas toujours dormi 10-12 heures, on doit absolument faire enregistrer son sommeil, surtout s'il y a une somnolence dans la journée qui est associée, parce qu'il faut dépister soit ce qu'on appelle d'un nom barbare l'hypersomnie idiopathique, c'est-à-dire sans cause, soit les apnées du sommeil, soit une hypothyroïdie, soit un gros syndrome dépressif, soit une narcolepsie, enfin bref, un tas de problèmes qu'il faut absolument dépister. Une augmentation du temps de sommeil entraîne forcément un enregistrement de sommeil. D'accord. À présent, j'ai plusieurs personnes qui me posent des questions un peu similaires. À Rose, Muriel, Survivor. En gros, la question c'est: je m'endors bien, mais à 4 heures, je me réveille. Voilà. Que faire dans ce cas-là, Dr Beck? Alors, ça va dépendre un petit peu à quelle heure on s'est couché, parce qu'il y a des gens qui vont se coucher vers 9 h du matin et qui sont réveillés à 3 h du matin. Ils ont fait une nuit. Hein, c'est pas tellement un problème de sommeil, c'est un problème plutôt de rythme, de vie qui pose le problème. Ensuite, dans l'état dans lequel vous vous réveillez à 3 h ou 4 h du matin, vous allez avoir le cerveau qui va commencer à retravailler, mais en évoquant tous les stress, les soucis de la journée. Et là, on va retomber sur ce problème d'insomnie lié au stress et à l'anxiété. Soit vous allez être avec un réveil vers 4 h du matin, quelque part en pleine forme, c'est-à-dire que vous pourriez démarrer la journée. Et très souvent, ça peut être aussi le fait que votre cortisol s'est enclenché trop rapidement. Logiquement, vous avez une sorte de balance entre la mélatonine et le cortisol. La mélatonine monte la nuit et le cortisol baisse la nuit. Et dans la journée, c'est l'inverse. La mélatonine baisse et le cortisol monte. Et en général, la température qui augmente, comme disait Patrick, est liée à la montée du cortisol. Et donc, à ce moment-là, on va devoir régulariser la sécrétion, de régulariser, de resynchroniser
ce phénomène de cortisol et de mélatonine. Et là, la mélatonine peut être intéressante pour essayer de resynchroniser cela. Et après, vous avez toujours le problème des gens qui peuvent se réveiller précocement à 5 heures du matin parce qu'ils sont déprimés. Et là aussi, c'est un signe de dépression qu'il faudra prendre en charge. Ou parce qu'ils sont du matin. Ou qu'ils sont du matin. Je me réveille à 5h, 5h30, j'en suis très heureux. Simplement, je voudrais rajouter que quelqu'un qui se réveille systématiquement la nuit, une fois, 2 fois, 3 fois, si ce ne sont pas des raisons comme le docteur Beck vient d'énumérer, il faut quand même chercher des choses somatiques, notamment par exemple les apnées ou notamment les gens qui ont des mouvements des membres inférieurs au cours du sommeil, qui est une pathologie assez récemment découverte, importante, qu'on peut dépister et très facilement soigner, après avoir évidemment éliminé une anémie ou une carence en ferritine. Donc on doit quand même aussi chercher les causes physiques de l'insomnie. C'est à peu près 10-15% des insomnies, il ne faut pas les laisser passer, ça peut être grave. D'accord. Autre question de Reims. Quel risque, pour vous, docteur Lemoine, quel risque si on prend de la mélatonine sur le long terme? Aucun risque de la mélatonine, puisque la mélatonine, c'est la seule hormone que je connaisse, d'ailleurs, contrairement à l'insuline, au cortisol, à la cortisone, etc. Ça ne bloque pas, si je prends de la mélatonine par ailleurs, ça ne va pas bloquer ce que je sécrète naturellement. D'accord. Et si je peux rebondir là tout à l'heure, quand vous parliez des travailleurs décalés, on sait que l'apport de mélatonine, parce que les travailleurs décalés qui n'ont pas le rythme du soir, ont une augmentation de risque de pathologie, qui peut être cardiovasculaire, qui peut être cancer, et l'apport de mélatonine chez ces personnes-là va diminuer le risque de ces pathologies. Même si ça ne va pas obligatoirement synchroniser, ça va diminuer le risque. C'est vraiment un produit qui est atoxique. Et anticancéreux. Et anticancéreux. Et pour dire, dans les cancers, dans certaines neuropathies anticancéreuses, on peut monter jusqu'à 20 mg de mélatonine par jour. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun risque avec la mélatonine. Très clair. Question de Jocelyne. Est-ce que les solutions 2 en 1, type mélatonine plus plante, sont plus efficaces que les monoformules? Non, il n'y a pas plus d'efficacité ou pas. C'est que lorsque vous faites mélatonine plus certaines plantes, vous n'allez pas individualiser la thérapeutique. Vous cherchez la simplicité, vous dites, voilà, je ne sais pas si elle est anxieuse, je ne sais pas si c'est un manque de mélatonine, je donne les deux, puisque la mélatonine peut régulariser un petit peu le cortisol, les plantes aussi, je donne les deux. Mais quand on est médecin, phytothérapeute, ce qu'on essaie de faire, c'est d'individualiser la plante qui correspond à la personne. Donc, on donnera de la mélatonine si la personne, comme je vous ai dit, n'est pas trop stressée, mais si elle est stressée, soit sa mélatonine ou pas, on va donner surtout la plante qui correspond. Tandis que quand vous avez un cocktail, vous ne pouvez pas individualiser la plante par rapport au stress que la personne a. Et très souvent, plus vous mettez de plantes dans un cocktail, plus vous allez sous-doser le principe actif de toutes les plantes. Et donc, des fois, il vaut mieux une plante adaptée à la dose voulue, qui sera beaucoup plus efficace qu'une association de plusieurs plantes. D'accord, merci. Autre question d'Olivier. Je suis sous bêta-bloquant après un infarctus. Puis-je prendre un traitement à base de plantes? Oui, alors d'abord savoir que les bêta-bloquants ont tendance à faire baisser la mélatonine. Donc on a déjà intérêt à rajouter de la mélatonine aux personnes qui prennent un bêta-bloquant, que très souvent les bêta-bloquants induisent des cauchemars, des nocturnes et de l'insomnie, donc la mélatonine. Et après on peut rajouter les plantes, toutes les plantes dont je vous ai cité, la plupart des plantes pour le stress, l'anxiété, le sommeil, il n'y a aucune contre-indication avec les bêta-bloquants. Et même l'aubépine, qui est ce qu'on appelle un bêta-bloquant en phytothérapie naturelle végétale, compense les effets secondaires d'un bêta-bloquant normal, allopathique. Donc il n'y a aucun risque. En général, on évite de les prendre le soir. Quand même. D'accord. Peut-être une dernière question pour finir, question de Sabrina pour vous, docteur Lemoine. Vous venez de l'évoquer, est-ce que les cauchemars sont mauvais pour la santé? Non, au contraire. Le cauchemar, c'est un traitement naturel. C'est un traitement naturel du stress. Les enfants qui voient le loup, ça peut être par exemple que la maîtresse les a punis, ou qu'ils se sont disputés en classe, ou que les parents divorcent, ou qu'il y a eu un déménagement. Et c'est une façon de digérer le stress. Ça devient un problème lorsque le cauchemar est répétitif, parce que ça veut dire que le cauchemar ne fait pas son boulot, qu'il n'arrive pas à faire digérer le stress. Et là, on va aider la nature par des techniques style EMDR, qui sont des traitements par des mouvements oculaires alternés ou auditifs, etc. Mais le cauchemar, c'est bénéfique. Si je peux rajouter quelque chose pour conclure, c'est que les personnes ont perdu la notion du rêve. Très souvent, ils vivent le rêve comme un cauchemar. Ils ont l'impression d'être perturbés par le rêve,
Et quelque part, parce qu'on a perdu la notion que le rêve pouvait être utile et bénéfique pour nous. Merci pour ces explications. Alors désolé, on n'a pas pu traiter toutes les questions qui étaient très très nombreuses. Cette conférence s'achève, mais vous pouvez la retrouver en replay sur le site achacunsonsommeil.fr. Vous y trouverez aussi d'autres informations et animations. J'espère que personne ne s'est endormi en nous regardant et que vous avez au contraire appris des choses intéressantes sur les troubles du sommeil et comment les traiter. Docteur Lemoine, Docteur Beck, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à tous.